Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Stories ce dimanche. Je vous propose une immersion dans l'hôtellerie du futur avec Laurent Taïeb, fondateur du groupe éponyme qui pilote notamment le lancement dans les mois qui viennent de l'hôtel de la Poste du Louvre en plein Paris. Notre bouffée d'oxygène, elle s'appelle Chiara De Andries et elle nous emmènera en Australie à la rencontre d'un entrepreneur. Et puis Stéphane de Vulder, lui, nous parlera de sa fabuleuse French Fabric et du Made in France érigé au rang de star. Smart Stories, c'est parti. Les petits cracks avec Chiara De Andries. Bonjour Chiara, bonjour, bienvenue, on est ravis de vous retrouver. Et Smart View avec vous, Laurent Taïeb. Bonjour et bienvenue, vous êtes le président du groupe Laurent Taïeb et on va s'immerger avec vous pendant une bonne dizaine de minutes dans l'univers de l'hospitalité parisienne. Ce sera dans un instant parce qu'on file en Australie tout de suite. On va prendre un petit bol d'air avec vous Chiara. Vous nous faites voyager puisque vous nous dressez le portrait d'un entrepreneur qui est australien, qui a 21 ans et qui a déjà fondé 4 entreprises. Mais comment fait-il ? Exactement, entrepreneur depuis déjà 6 ans, Ben Pastermak, donc un entrepreneur australien, a la grande particularité d'avoir arrêté l'école à 15 ans. Il a fait ce choix au départ non pas pour jouer aux jeux vidéo toute la journée, mais pour créer son propre jeu vidéo, Smash, un jeu de logique. En seulement quelques semaines à l'époque, son jeu était plus téléchargé que Twitter sur l'Apple Store. Et aujourd'hui, il décide de s'aventurer dans un tout autre domaine, le domaine du fast-food. Donc il est passé de l'industrie du jeu vidéo à celle du fast-food en très peu de temps. Il a été sollicité par les plus grandes entreprises, par Google, par Twitter, par Facebook, mais a refusé. Passionné par le monde de l'entrepreneuriat, il se lance un nouveau défi, créer son propre réseau social, Monkey, un réseau social qui met en lien les jeunes en fonction de leur centre d'intérêt grâce à des chats vidéo. Il décide un peu après de revendre cette entreprise pour s'aventurer donc aujourd'hui, je viens de le dire, dans le monde du fast-food et plus précisément dans celui du nuggets. Il dit avoir inventé la Tesla du nuggets. Alors qu'est-ce que la Tesla du nuggets ? The Tesla of Chicken. Mais je vous Tesla écoute. of Chicken. C'est quoi alors ? Alors en 2018, il a créé Nugs, donc cette start-up qui fabrique des nuggets de poulet. Mais sans poulet, ces nuggets ne sont pas composés de viande animale comme on peut d'habitude les manger, mais à partir d'une technologie qui se base sur de la texture d'une protéine de poids texturée. Et en fait, derrière ce produit un peu particulier se cache encore une autre start-up, Simulate, une start-up qui est une start-up de technologie alimentaire qui vient de lever 11 millions de dollars pour pouvoir confectionner cette texture si particulière. Il est le plus jeune entrepreneur à avoir reçu un fonds d'investissement de capital risque en technologie et il ne s'arrête pas là. Il a donc financé. Mais alors, on voit toutes ces aventures. Comment est-ce qu'il passe d'un univers à l'autre ? Est-ce que ça a été compliqué pour lui de passer justement du réseau social au Tesla du nuggets de poulet ? Alors au départ, il voulait vraiment connecter les gens entre eux. Il pensait que c'était en faisant ça qu'il allait avoir un véritable impact sur le monde. Et aujourd'hui, il a une toute autre vision des choses. Il pense que les réseaux sociaux sont nocifs, comme beaucoup de personnes. Et donc, a décidé de se lancer un défi, et pas des moindres, supprimer l'agriculture intensive. Et de là est née justement cette start-up. Donc c'est un entrepreneur ultra engagé, c'est comme ça qu'on peut le résumer. Quand on est une entreprise aussi jeune, comment est-ce qu'il a réussi à être crédible sur ce marché de la viande qui n'est pas de la viande ? Parce qu'il y a des mastodontes, on peut l'imaginer en Australie. Exactement, et puis surtout que la vente de viande végétale a vraiment augmenté ces dernières années, surtout depuis la crise du Covid. Et en fait, il livre dans une interview au Forbes que ces grandes entreprises font de très bons produits, mais que leur problème, c'est qu'ils n'arrivent pas vraiment à saisir les besoins des jeunes, les désirs des jeunes, et surtout à rentrer dans leur imaginaire, ce que lui parvient parfaitement à faire, puisqu'il a une très grande communauté sur les réseaux sociaux, malgré le fait qu'il ne poste jamais. Et c'est sûrement ça qui peut expliquer son succès. Et d'ailleurs, la semaine dernière, il a vendu des centaines de boîtes de 1000 nuggets en seulement 15 minutes. Merci beaucoup, Chiara, pour cette évasion. Avant de parler de votre actualité, Laurent Taïeb, qu'est-ce que ça évoque chez vous ? 21 ans, 4 entreprises, et vraiment, il se nourrit d'univers complètement différents. C'est magique. Moi, je trouve ça formidable et je pense vraiment qu'être entrepreneur, c'est en soi depuis le départ. En fait, il ne peut pas faire autrement. Oui, il a besoin d'entreprendre. C'est inné. Il a besoin de faire des choses. Alors, Laurent Taïeb, vous êtes donc le président du groupe éponyme. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Depuis une trentaine d'années, vous façonnez des lieux de vie, des hôtels, des restaurants, le Kong, par exemple, des bars. On pense au Café du Trésor, dans le Marais, à Paris. Par exemple, vous avez une ambition qui est très affichée. Vous avez aussi des codes, vous avez une philosophie qui est bien à vous. C'est ce dont on va parler ensemble parce que votre actualité, c'est l'ouverture imminente
compte de 2 projets sur lesquels vous travaillez depuis des années. Je vais parler de l'hôtel de la Poste du Louvre qui ouvrira en 2021. Donc ce ne sera pas le nom définitif, hein. Il y aura un nom, mais on n'a pas encore le droit de le connaître. Et puis l'hôtel des Tours du Haut, qui se trouve dans le 13e arrondissement, qui va ouvrir en avril 2022, chacun avec un dispositif, avec bar, restaurant, vous allez nous l'expliquer. Vous êtes impatient avec autant d'attentes, parce que finalement les appels d'offres, on va en parler, ça a été il y a très longtemps. C'est très long. Ce sont, pour faire des hôtels de cette taille, dans une ville comme Paris, c'est des cycles, même les grandes personnes comme Bernard Arnault avec Cheval Blanc, ils auront mis 10 ans. Donc c'est à peu près entre 8 et 10 ans. 8 et 10 ans, c'est une échelle de temps qui est complètement différente de celle sur lesquelles on travaille d'habitude. Je voudrais qu'on entre dans les coulisses. Comment est-ce qu'on gagne des appels d'offres aussi importants que cela? Comment est-ce que vous avez travaillé? Et avec qui? Il faut revenir à la genèse, c'est-à-dire à qu'est-ce qu'on a raconté pour gagner un appel d'offres. Et c'est tout son parcours qu'on va faire. Donc quand je fais ces concours, c'est il y a 8-10 ans, j'ai déjà 40 ans. Donc si vous voulez, j'ai déjà 20 ans dans ces métiers et j'arrive à un moment donné à proposer ce qui, je crois, n'existe pas encore dans la capitale. Et c'est ça qui fait qu'on gagne. Après, on fait des attelages. Et donc, quand on décide de faire des hôtels, vous vous doutez bien, si je fais le même hôtel qui existe déjà à Paris et que tous mes concurrents savent faire, j'ai aucune chance de gagner. Donc, on arrive avec une proposition qui est différente. Vous dites vous êtes donc associé à un groupe financier, hein? Non, sur chaque partenaire financier. Sur chaque partenaire, j'ai un associé. Sur chaque projet, j'ai un associé. D'accord. Donc en l'occurrence, sur la Poste du Louvre. Sur la Poste du Louvre, c'est Novaxia. D'accord. Et sur les Tours du Haut, c'est Pascal Donat, qui est un hôtelier, mais qui aura un point de vue pas opérationnel sur cette opération. Qu'on comprenne bien, il y a combien de dossiers sur la Poste du Louvre? Vous êtes combien à candidater? Je ne sais pas, à cette époque-là, j'ai aucune idée, je ne pourrais pas vous donner un nombre exact, mais par rapport au projet, 150 je pense qu'il y a tout le monde. Après, ça se restreint, parce que si vous voulez, ils veulent un projet moderne, ils veulent mélanger un projet avec de la restauration et de l'hôtellerie, ils veulent une hôtellerie haut de gamme, et au fur et à mesure, on est très peu nombreux à pouvoir se réunir et proposer un ensemble comme celui-ci. C'est des cycles très longs, il faut avoir une vraie histoire à raconter, il faut le tenir, il faut bien connaître les métiers de la promotion immobilière, parce que vous partagez et vous accompagnez les promoteurs. C'est vous qui dessinez toutes les chambres, les points de vue, le parcours émotionnel de chaque client. Tout ça, c'est un travail qui est très long et qui nécessite beaucoup de vision et d'arriver avec une ambition très précise et une idée de faire quelque chose dans ce domaine-là. Quelle surface financière est-ce qu'il faut pour se lancer dans un tel projet? Et comment est-ce que vous avez financé cet investissement? Comment ça se passe? J'ai beaucoup travaillé pendant 20 ans. J'ai gagné pas mal d'argent. Donc en fait, il faut arriver avec une surface financière. La période est un peu compliquée pour faire ça, mais disons que j'ai remis pratiquement tout ce que j'ai gagné depuis 20 ans. J'ai donc un partenaire financier qui met ce qu'on appelle 50% des fonds propres. Et après, on a la chance d'être dans un pays extraordinaire. Et donc, je suis financé, qui s'appelle la France. Et je suis financé par la BPI et la Banque Populaire qui nous font un crédit. Mais on a un peu d'histoire, on a un peu d'historique pour faire tout ça. Et un peu de surface financière aussi. On l'a dit, 2 projets comme cela, ils s'inscrivent dans du temps long. Qu'est-ce que vous avez fait pendant 10 ans? En 2012, vous gagnez cet appel d'offres. On est en 2020, il va ouvrir en 2021. Qu'est-ce qu'on fait pendant 10 ans? Vous dessinez, vous faites des petits croquis. Et comment est-ce que vous gagnez de l'argent? Parce que c'est assez inconcevable, en fait, à l'heure des startups et des levées de fonds où les entreprises se lancent à une vitesse vertigineuse, de se dire qu'il faut 10 ans entre le moment où c'est décidé et le moment où vous le lancez. Alors, comment dire, on ne gagne pas d'argent. Pendant 10 ans. Oui, mais justement, qu'est-ce que vous faites alors pendant ces 10 ans? On investit, on a d'autres secteurs, on a d'autres métiers qui rapportent de l'argent. Donc vous avez d'autres métiers. On a d'autres métiers ou d'autres. Par exemple, quand on possède le restaurant Kong, ça gagne de l'argent. Quand on fait des opérations immobilières, ça gagne de l'argent qu'on investit. C'est pour ça que je vous dis, c'est des cycles très longs. Qu'est-ce qu'on fait pendant 10 ans? Pendant 10 ans, on construit avec les promoteurs. Pendant 10 ans, on définit comment vous allez vouloir vivre demain. On va définir comment vous allez vouloir vivre dans un hôtel, comment vous allez vouloir vivre une aventure différente de celle que vous vivez aujourd'hui. Quel chemin je vous fais prendre pour aller au restaurant qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui va faire que je vais offrir un hôtel différent des autres? C'est tout ça qui prend 10 ans. Vous parlez au futur, mais justement, en 2012, comment savez-vous en 2012 ce que voudront vos clients 8 ans plus tard? Parce que j'ai passé 10 ans de ma vie à voyager,
à voir ce qui se passait ailleurs. Parce que je viens du cinéma, et quand on fait un film, on a 3 ans derrière nous avant de dire, quand on part une histoire, le moment où elle va sortir, il y a 3 ans qui se passent. Et donc on est habitué au cycle long, on est habitué à se protéger, à se projeter. Et quand on va voir tout ce qui se passe ailleurs, partout dans le monde, le Standard à New York, certains hôtels en Chine qui racontent déjà tout ça à leur sauce à eux, on se dit pourquoi ça n'existe pas chez nous. Donc ça veut dire qu'en fait, vous passez votre temps à voyager pour flairer les tendances, pour trouver des sources d'inspiration. Exactement, Ouais. j'ai passé beaucoup de Mais mon il faut temps... aller au-delà de l'inspiration. Ça veut dire qu'il faut vraiment se projeter, basculer dans le futur pour savoir comment les gens vont réagir Ça, c'est sûr. et ce qu'ils vont vouloir, en fait. C'est exactement ça. C'est-à-dire, il faut qu'on se projette. Et moi, j'ai par exemple fait une analyse très simple en 2012, pour reprendre la date que vous dites. Je me suis rendu compte à un moment donné qu'il n'y avait pas ce que je voulais faire à Paris. Pourquoi ? Alors, qu'est-ce que vous voulez faire ? Je laisse la parole après. Qu'est-ce que vous voulez faire à Paris qui n'existe pas ? À Paris... Parce qu'on voit quand même tout un tas de palaces qui émergent, et le Shangri-La, et le Mandarin, et donc il y a une concurrence qui est très très importante. Qu'est-ce que vous voulez faire de différent et qui n'existe pas, Laurent Tailleb ? Je vais commencer par les tours du haut, parce que c'est un projet très emblématique. Les tours du haut, c'est une tour. Déjà à Paris, il y en a 3. Donc, des tours qui font 130, 180 mètres de haut. La tour Montparnasse et les tours du haut. Donc, il y a quasiment... Ça n'existe pas. On les voit à l'écran. Donc, quand vous avez ça, on démarre l'hôtel au 17e étage. C'est une cuvette, Paris. Vous avez un contre-champ qui est le Sacré-Cœur et nous. Donc, on est à 80 mètres de haut sur la partie la plus haute de Paris. Et on a un point de vue qui est unique. Donc, on a déjà fait 139 chambres avec une vue sur Paris. C'est fait par un des plus grands architectes du monde, Jean Nouvel. On l'a marié avec Philippe Stark. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Tout ça pour arriver à vous dire que des chambres qui vont faire 25 mètres carrés, avec une vue sur tout Paris, qui vont coûter 200 €, ça n'existe pas. Deuxièmement, on va faire plein d'autres choses. Un spa, avec un espèce de mini-piscine qui est à l'extérieur. À 100 mètres de haut, vous allez être dans un jacuzzi à 100 mètres de haut. Des restaurants, des skybars qui se marient avec une clientèle qui ne vient pas pour dormir. Donc on va amener une clientèle locale qui va se marier avec une clientèle étrangère. C'est ça. Donc c'est la mixité des cultures, en fait, que vous cultivez. Exactement. Et de pouvoir mélanger les gens. Nous-mêmes, quand on va en Italie, quand on va en Espagne, on est content de rencontrer les locaux. Et de ne pas être avec des Chinois. Chiara ? Vous parlez de ces gens qui ont tout le temps envie de faire de nouvelles choses, mais il me semble que vous êtes autodidacte. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans ce milieu-là ? C'est quoi ? C'était une vocation ? C'était une sorte de vocation, et c'était surtout que je vais faire une phrase qui va ressembler à une chanson de mon ami Jean-Louis Aubert, mais je rêvais d'un meilleur monde. J'ai vécu dans des tours d'Aubervilliers, à la frontière, à la porte d'Aubervilliers, et quand on fermait les yeux, on avait envie d'un monde meilleur. On rêvait d'un autre monde. Et donc je me suis dit, comment est-ce possible un jour de me projeter et de vivre des choses ? Et quand j'ai vu l'émotion que pouvait procurer quand j'ai voyagé à travers le monde et que j'ai vu qu'on arrivait au Standard, c'était 200 $ à l'époque. Je rappelle, le Standard, c'est à New York et c'est le long de la High Line, pour exactement, que et c'est haut. Donc on avait un point de vue sur le Hudson qui était, paf, on arrivait, on était scotché, on payait 200 $. Je me suis dit, comment on fait dans la vie pour faire ça ? Donc vous êtes en train de nous dire que vous créez une hôtellerie qui va être accessible, beaucoup plus accessible que les palaces dont je parlais précédemment. Alors sur les tours du haut, oui. Oui. Mais si je devais parler du projet de la Poste du Louvre, qui est un projet très emblématique d'un bâtiment déjà existant, là on est dans une version plus luxueuse. On est dans le centre de Paris, on est dans un hôtel 5 étoiles, mais on a le même ADN. Ça veut dire on va démocratiser la qualité, parce que ce qu'on va vous offrir, le bâtiment est au-dessus. Donc on a un point de vue unique sur toutes les phases de Paris. On est environ à 25-26 mètres de haut. Et on est au cœur de la cité, et chaque chambre a une vue différente sur les toits de Paris. Alors vous allez avoir tous les monuments, je ne vais pas tous les citer, vous les connaissez tous, vous allez tous les voir. Quand on a la possibilité d'offrir 35 mètres carrés, avec une vue différente tous les soirs, sur lequel vous allez pouvoir, de votre chambre d'hôtel, aller dans un jardin suspendu pour vous raconter 1000 ans d'histoire, on va vous offrir à boire, vous allez aller dans un restaurant, vous allez vivre des choses qui sont presque très complexes à vivre. Et tout ça avec le même ADN, qui va être mélanger la clientèle extérieure et avoir une clientèle qui vient pour l'hôtel. Mais vous vous doutez bien que 35 mètres carrés rue du Louvre, ça va coûter un peu plus cher que les tours du... Laurent Tailleb, quel investissement pour cet hôtel de la Poste du Louvre ? Alors notre partie à nous, ça représente environ 32 millions €. C'est quoi votre partie à vous ? Parce que vous avez la partie que paye le bailleur et la partie que prend le preneur. D'accord. Et donc au global, c'est un projet qui
Moi, je ne pourrais pas vous le dire parce que je ne sais pas combien le bailleur a réellement investi, parce que quand il fait la clim du bâtiment, il l'a fait pour l'ensemble du bâtiment. Mais c'est des sommes qui sont importantes. 32 millions. Quelle est l'incidence du Covid, de la crise économique, sociale qui s'annonce sur un projet comme celui-là? Ça tombe quand même au mauvais moment pour vous. Alors, ça va vous paraître bizarre. J'ai un restaurant qui s'appelle Le Kong. Oui, donc la vue qui existe là, c'est depuis 20 compliqué. ans. Qui existe depuis 20 ans parce qu'il est fermé. On ne peut pas rester ouvert dans ces conditions. On a déjà eu le confinement, etc., etc. Donc là, franchement, c'est des pertes qui sont très importantes. Heureusement qu'on a là aussi un pays formidable avec le PGE, mais ça reste une période très compliquée. Pour la Poste du Louvre ou les Tours du Haut, aussi bizarre que ça puisse vous paraître, on est à contre-courant. On n'est pas en phase d'ouverture. Ce n'est pas les 6 ou les 8 semaines de retard sur le chantier. On ne nous a pas encore livré les bâtiments. Donc, le Covid, pour nous, il n'a pas d'impact réel. Il n'y a pas eu d'impact sur les travaux, par exemple? Si, mais ça dure, c'est 6 semaines, 8 semaines de retard. Ce n'est pas à l'échelle des 8 ou 9 ans, si vous voulez. C'est rien. C'est compliqué à vivre aujourd'hui. Mais nous, on est à contre-courant parce qu'on est en ouverture de projets qui, on l'espère, ouvriront une fois que ce vaccin sera trouvé. Ah ben, le vaccin, je crois que c'est plutôt pour l'été prochain. Les salariés, donc ce sera après votre ouverture. C'est ça? Les salariés. Les salariés, ils sont déjà arrivés quand ils Certains arrivent arrivent en début janvier, mais quand je dis on est en contre-courant, tout le monde aujourd'hui va licencier, on le sait dans notre secteur, et nous, à partir du mois de janvier, on va faire que recruter. À partir du mois de janvier, vous allez faire que recruter. Qu'est-ce qui a changé dans le monde de l'hospitalité, selon vous? Vous qui voyez cet univers évoluer, qu'est-ce qui a changé depuis une vingtaine d'années, Laurent Taïeb? Ce qui a changé, c'est la consommation des clients. Le monde ne consomme plus de la même manière. Les gens qui ont aujourd'hui un pouvoir d'achat élevé, qui ont 35-40 ans, s'attendent plus à exactement la même chose dans un hôtel. Il y a encore 20 ans, l'hôtellerie traditionnelle française, c'était un peu les enfants gâtés. Ça marchait avec... il suffisait d'avoir une petite chambre. Aujourd'hui, il faut beaucoup plus que ça. Il faut des services. Ces gens veulent... L'hôtel, c'est la vie en mieux. L'hôtel, c'est la maison en mieux. L'hôtel, c'est ce qu'on ne peut pas se payer chez soi. C'est pour ça que vous créez plusieurs lieux de vie dans chaque hôtel? On crée plusieurs lieux de vie pour... Le principe, c'est de les mélanger avec la clientèle extérieure. C'est très, très, très important d'être... Je pense aujourd'hui d'avoir envie, d'avoir 35 ans, de venir de tous les pays du monde et de se retrouver dans un endroit où on peut rencontrer également des Français. Je pense que c'est aussi ça qui a changé dans l'hospitalité de demain. Dernière question, très rapidement, vous avez 20 secondes. Est-ce que vous appliquez exactement la même stratégie? Est-ce qu'on peut prendre une idée à New York, à Shanghai ou à Mexico City et l'appliquer à Paris? Non. Non. Parce qu'aujourd'hui, on va être obligé de s'adapter avec nous, avec notre système à nous, avec notre manière de vivre à nous. Nous, on ne mange pas à 18h30. Donc, quel type d'aménagement est-ce que vous faites, par exemple? Eh bien, nous, par exemple... On tire un fil. Non, mais on va s'adapter. Si vous faites des hôtels, les gens à Paris viennent pas toujours au même moment dans les bars. À Londres, vous avez un endroit d'happy hour où à 18h, il y a 1000 personnes autour des bars. Chez nous, ça n'existe pas. Nous, on traîne dans les cafés, dans les terrasses. Merci beaucoup Laurent Taïeb. Je rappelle que vous êtes le président du groupe éponyme. Chiara, merci pour cette évasion en Australie. Vous restez avec nous. Smart Stories continue. À tout de suite. Et on poursuit avec Smart Fresh et Louise Emerlet du studio de podcast Louis Média. Bonjour Louise. Et Stéphane de Vulder de la fabuleuse French Fabric. Bonjour, soyez le bienvenu. Louise, vous vous demandez cette semaine dans le podcast de Louis Travail en cours si les open space vont survivre à la pandémie. Alors évidemment, on est en droit de se poser la question. Absolument, parce que vous le savez, si vous travaillez en open space, les conditions d'hygiène ne sont pas toujours idéales. Par exemple, si votre collègue a pris froid et qu'il éternue toute la journée en face de vous. Donc, il y a des études en fait, qui ont montré que les personnes qui travaillent en open space sont 2 fois plus souvent en arrêt maladie que les personnes qui travaillent dans des bureaux fermés. Et c'est sûr qu'en période de pandémie, ce n'est pas forcément très rassurant de travailler en open space. Mais bon, en fait, ce qu'on montre dans cet épisode de Travail en cours, c'est que le énième procès qu'on fait aux open space, qui ont déjà été très critiqués pour toutes les nuisances que peuvent y subir, entre guillemets, les personnes qui y travaillent en termes de bruit, la difficulté de se concentrer, de communiquer avec ses collègues, etc. Et en fait, ce n'est pas forcément le contexte sanitaire actuel qui va achever les open space. Ce que nous explique Olivier Cross, qui conseille les entreprises en aménagement d'espaces de travail, c'est qu'il n'y a aucune tendance au recloisonnement des espaces de travail.
parce que ça permet aux entreprises de faire des économies, déjà en superficie de mètres carrés pour les bureaux, mais aussi parce que ça leur donne une agilité. Les entreprises aujourd'hui se réorganisent de manière beaucoup plus fréquente. Et aujourd'hui, quand on réorganise les équipes dans les open space, il n'y a pas besoin de faire tomber des cloisons ou d'en remettre d'autres. Donc les open space vont survivre, ils vont juste s'adapter. Est-ce que ça va leur permettre de gagner en efficacité selon vous? Alors, l'évolution des open space qui a été accélérée par la crise du Covid, c'est le passage au flex office. Et le flex office, c'est le fait de ne pas avoir de poste de travail attitré et en fait de tourner en fonction des places disponibles un peu tous les jours. Et avec la généralisation du télétravail, ça permet d'avoir moins de postes de travail dans les locaux que de nombre de salariés. Donc ça permet aux entreprises de faire encore plus d'économies, d'être encore plus flexibles et agiles. Mais bon, dans la mise en place, il faut quand même faire attention parce que les espaces de travail, c'est un facteur important de bien-être au travail. Et les Français, il y a un sondage qui a été fait par OpinionWay en 2017 et les 2 tiers des Français sont plutôt réticents à la mise en place du flex office dans leur entreprise. Merci beaucoup Louise et Merlet. Vous restez évidemment avec nous. Vous travaillez en open space ou pas? Pas encore. Peut-être qu'avec la encore. croissance de l'entreprise, ça va venir, mais j'ai pu vraiment mesurer le bénéfice de l'open space en termes d'interaction entre les équipes des différents départements. Il y avait une vraie valeur ajoutée et on gagnait en efficacité collectivement. Ça rejoint ce que disait Louise. Alors vous êtes le fondateur, Stéphane de Vulder, de Fabuleuse French Fabric. Depuis son lancement en 2019, c'est si fabuleux que ça? C'est si fabuleux et c'est juste le début de l'histoire. Donc on est vraiment sur un sujet chaud, c'est un sujet d'actualité. Tout ce qui touche à la réindustrialisation, la relocalisation, c'est au cœur de l'actualité. Et on est en train de construire quelque chose qui, je pense, va devenir très beau, puisque c'est différent. On veut vraiment installer l'entrepreneur au cœur de notre dispositif. Donc pour l'instant, Fabuleuse French Fabric, c'est une plateforme d'e-commerce qui connecte les entrepreneurs et les consommateurs de l'Hexagone. C'est ça? Comment ça marche concrètement? Alors, pas que. En fait, on a commencé notre histoire un petit peu différemment. Pourquoi? Parce que globalement, comme consommateur et intéressé par le fabriqué en France, on ne trouvait pas forcément des espaces avec mon associé, c'est votre associé, avec Virginie, qui nous correspondait en termes de contenu et finalement de mise en valeur à la fois des produits, mais aussi de l'histoire des entrepreneurs. Et donc, lorsqu'on a décidé de lancer ce projet, l'été 2019, on a commencé par construire finalement un espace un peu de découverte. Qui était la première brique de notre dispositif. Donc c'est un webzine, un blog élaboré que l'on a structuré autour et animé autour de ce sujet du fabriqué en France, avec à la fois des inputs d'entrepreneurs, mais aussi des remontées d'informations de la part des consommateurs pour mesurer un peu leurs attentes et leurs défis. Je voudrais qu'on revienne sur votre parcours. Oui. Vous êtes l'ancien directeur financier de Renault. Comment est-ce que vous êtes tombé amoureux du Made in France au point d'y consacrer votre vie professionnelle? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Un des directeurs financiers de Renault, il y en a plusieurs à travers le monde. En fait, j'ai réussi à identifier 2 déclics. Premier déclic, c'était en 2016. Je tombe sur l'histoire d'une start-up qui s'appelle Inbo, qui fait des lunettes et des skateboards en bois des Vosges. 5 ingénieurs qui se lancent dans cette aventure. Je trouve les produits magnifiques et leur histoire aussi exceptionnelle. Et ça m'a donné envie de m'intéresser à cet univers des start-up et des entreprises du Made in France. L'autre déclic, finalement, c'est j'avais le plaisir d'être conseiller commerce extérieur dans les pays où j'étais, donc en Suisse et en Suède, où on avait des réunions d'information. Et là, vous avez senti quelque chose qui était en train de j'ai bouger. senti justement qu'on touchait le fond de la piscine en termes de désindustrialisation. Donnez-nous un exemple, est-ce qu'il y a eu un moment précis? Oui, par exemple, il suffit de regarder la part de l'industrie sur notre PIB, de notre PIB. C'est 10%. La France, on est avant-dernier en Union européenne. L'Allemagne est au-dessus des 20%, la Suisse au-dessus des 20%. Donc il y a vraiment des questions à se poser et un effort collectif, parce que ça sera à la fois les consommateurs, les entrepreneurs et les pouvoirs publics qui doivent tirer dans la même direction. Vous venez de le dire, les chiffres sont éloquents, dramatiques, tragiques, diront certains. Oui. On peut inverser la tendance? On peut. Alors la destruction a été rapide et brutale. La reconstruction sera lente et progressive, mais très clairement, on sent qu'il y a une effervescence. Déjà, il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui font le choix du produire local. Et puis, il y a aussi un appétit des consommateurs qui
s'expriment. Par exemple, notre communauté Fabulous French Fabric sur les réseaux sociaux a une croissance très rapide. Pourquoi ? Parce qu'il y a un intérêt du public sur ce sujet. Et maintenant, il faut vraiment construire du lien et faciliter cette démarche d'achat des produits du fabriqué en France. Pour que ça... Faciliter, ça veut dire qu'on a un problème de réseau de distribution ? C'est ce que vous diriez ? Oui, il y a deux freins principaux. Il y a un frein qui est lié à la structure de ces entreprises. On parle de petites entreprises qui se font 80% font moins de 10 salariés. Et donc avec des moyens commerciaux, des moyens limités pour distribuer et promouvoir leurs produits. Donc il y a déjà ce frein-là, notoriété, et puis un accès au marché qui est sûrement plus compliqué. Et puis après, il y a un problème de distribution. On a fait une étude en partenariat avec IFOP. Il y avait 6 Français sur 10 qui disaient avoir un accès difficile aux produits du Made in France. C'est pour ça que vous avez lancé votre plateforme d'e-commerce. Tout à fait. Comment ça fonctionne ? Alors, quels sont vos premiers chiffres de chiffre d'affaires et vos projections ? Alors, on 2021, a 2022. Commencé il y a à peu près 2 semaines. Donc c'est encore tout récent. On est assez satisfait déjà par le retour de nos partenaires qui sont satisfaits de l'espace dans lequel on les promeut et on présente leurs produits. On a aussi des retours qui sont très positifs sur le parcours d'achat des consommateurs. Et pour vous donner quelques chiffres, par exemple, on est un espace où on vend des produits, mais on fait aussi de la prescription. Donc, ça veut dire on redirige du trafic vers les sites des entrepreneurs. Et on est à plusieurs dizaines de milliers de bannières affichées, plusieurs centaines de clics déjà vers les entrepreneurs. Et ça, c'est du business additionnel potentiel pour eux. Qu'est-ce que vous répondez à des marques, même si effectivement on est face à un mouvement de relocalisation assez massif depuis le Covid, qu'est-ce que vous répondez à des marques qui disent aujourd'hui ne pas pouvoir rapatrier leur production tellement ça va leur coûter cher et tellement leur clientèle ne pourra pas du coup se payer les produits dont les prix vont augmenter? Alors, relocalisation massive, c'est le solde de création d'entreprises, d'usines cette année en France, il sera négatif. Donc, on va revenir dans une situation plutôt de désindustrialisation. Après, il y a très clairement des sujets qui ont été identifiés comme des problématiques d'indépendance sur des secteurs stratégiques, par exemple la pharmaceutique. Après, il y a cette problématique du prix qui est toujours associée au Made in France, fabriqué en France, et qui est finalement un faux débat, parce que c'est problématique du prix, mais par rapport à quoi? Est-ce qu'on parle... Si on fait x2, c'est pas un faux débat. Est-ce que les consommateurs pourront se payer ce genre de produit? Il y a ce paradigme du prix, il est clairement à challenger. Parce que très clairement, le fabriqué en France, il faut prendre en compte le coût d'usage du produit sur sa durée de conservation. Vous avez raison. Donc c'est quelque chose... Et puis il y a un effort d'éducation et de pédagogie à faire aussi. Expliquer, convaincre que il y a derrière, il y a bien sûr des contextes de production qui sont différents. Et c'est cette pédagogie que vous mettez en avant justement dans votre webzine. Oui, tout à fait. Et auprès de votre communauté qui est très forte. Tout à fait. Et la réponse pour l'instant est vraiment positive, mais il faut prendre le temps de le faire. Et donc il faut prendre le temps d'expliquer et de convaincre, et c'est notre sujet et c'est notre combat. Merci beaucoup Stéphane de Vulder. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Fabulous French Fabric. Bon courage et longue vie. Et Louise Emerlet du podcast Louis Média, merci d'être venue nous voir dans cette émission. C'est la fin de Smart Stories. Merci à vous de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour de belles histoires, de belles trajectoires d'entrepreneurs. Bonne fin de week-end.